And we'll move to our first presentation. I'd like to welcome. Voilà, la première présentation, je voudrais souhaiter la bienvenue à Angela Montesanti-Porte et Dr. Heather Scobie de USCDC. Il va nous parler de la triangulation des données pour améliorer les décisions dans les programmes de vaccination. Bonjour, je suis Heather Scobie. Alors, la triangulation des données, c'est une synthèse de données existantes de deux sources ou plusieurs sources pour répondre à des questions pertinentes pour la planification des programmes et la prise de décision. Ça permet d'identifier et de résoudre les limitations des sources de données, des méthodes de collecte de données. Et cela encourage une analyse plus profonde pour analyser des informations différentes dans un contexte plus large. La triangulation, c'est un peu comme la parabole des aveugles et de l'éléphant. Un homme tient la trompe de l'éléphant et pense que c'est un serpent, un autre touche l'oreille et pense que c'est une couverture, et ensemble, leurs expériences collectives leur donnent une vision plus complète du problème en question. Le CDC a fait une analyse de paysage pour essayer d'identifier les manières de trianguler utilisées par les programmes PEV avec 5 usages différents. Premièrement, vérifier la cohérence de données dans différentes sources de données. Par exemple, c'est la manière d'utiliser la triangulation la plus fréquente. Le deuxième, c'est un diagnostic pour cibler des interventions de programme. J'entends quelqu'un qui parle en même temps, donc je ne peux pas traduire. Et est-ce que vous pourriez couper votre micro, quelqu'un qui parle en même temps que l'intervenant, parce qu'on ne peut pas traduire. Merci beaucoup. Voilà, le CDC, en coopération avec l'OMS et l'UNICEF, ont développé une ligne directrice pour la triangulation dans les décisions, pour améliorer la décision dans les programmes d'immunisation. Et vous voyez le lien ici sur l'écran, et on a une définition des différents documents qui sont disponibles avec une couverture, une orientation vers le guide et des documents au niveau national et infranational. Et à chaque niveau, il y a une présentation générale sur la triangulation, les méthodes pour le faire et des thèmes spécifiques qui donnent des exemples sur comment traiter les écarts vaccinaux, les performances de programme et les cibles de programme qui sont les dénominateurs. Les critères minimaux pour la triangulation sont les suivants. Accès aux deux sources de données ou plus, une capacité de gestion de données et d'analyse et la volonté de prendre des actions sur la base des résultats. Le format de l'exercice variera en fonction du niveau, que ce soit national ou infranational, et la fréquence, que ce soit des choses de routine ou ad hoc. On peut dire qu'il y a différents principes de triangulation qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Le premier, c'est que ça doit être dirigé par des objectifs de programme importants ou des questions importantes. Il faut exister des données existantes, pas de collecter des nouvelles données. Il faut inclure différents ensembles de données, par exemple la couverture, le stock de vaccins et la surveillance. Essayer d'engager une équipe multidisciplinaire, si c'est possible. Effectuer des analyses de base qui incluent l'intégration de connaissances locales dans l'interprétation. Et enfin, les résultats doivent être communiqués pour être utilisés dans une amélioration de prise de décision. Il y a deux manières de penser à la triangulation des données. La première manière, c'est comment on y pense le plus souvent quand on prend des données différentes et qu'on les met dans une analyse, par exemple un graphique dès le départ. La deuxième manière, c'est de faire des analyses séparées et de les combiner à travers l'interprétation à la fin, comme si vous mettez ensemble des informations différentes dans une histoire. Et de toute façon, dans les deux manières, une pensée critique est requise pour transformer la donnée en information pour l'action. Nous avons développé ce processus de triangulation à 4 étapes, qui est très basique. Et vous pouvez l'utiliser
au niveau infranational ou pour certaines analyses de surveillance de routine que vous faites. La première étape, c'est de se poser la question clé. Deuxième étape, identifier les sources de données existantes. 3, résumer les données et le contexte local. Et 4, développer un plan d'action. Nous avons également un processus plus détaillé à 10 étapes qui est basé sur le processus précédent et il est approprié pour une analyse plus en profondeur. Mais nous n'allons pas regarder cela en détail. Donc maintenant, je vais passer la parole à Angela Montesanti. Merci Heather. Donc nous allons regarder plus en détail les 4 étapes du processus de triangulation en 4 étapes. Donc la première étape, pour se poser la question clé. Il faut commencer par identifier un problème de programme clé et des questions relatives. Par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser les données pour l'action à la fin? La question doit pouvoir être répondue et entraîner une action. L'action doit informer la planification locale de programme ou voir si un changement politique est nécessaire et engager des personnes différentes dès le départ pour faire des brainstorms sur les causes de base ou avoir des informations contextuelles qui sont requises et faciliter la discussion de groupe. D'étape 2, identifier les sources de données existantes. Vous voulez identifier toutes les sources de données existantes, y compris qu'elles ne sont pas utilisées de manière routinière, en parlant avec les partenaires, les personnels à l'intérieur et à l'extérieur du programme. Un accès et de l'effort est nécessaire pour compiler les données dans un format utilisable. Et cette étape permet de créer une liste de toutes les sources de données et d'avoir une archive bien organisée. Et cela permet d'aider utiliser plus régulièrement les sources de données dans le futur. Vous devez aussi envisager les sources et les limitations de chaque source. Étape 3, résumer les données et le contexte local. Vous voulez évaluer la qualité de données pour la complétude et la cohérence interne par rapport à toutes les sources de données. Vous voulez également évaluer les tendances dans les sources de données en essayant d'être au même endroit et dans la même période de temps. Incorporer des informations contextuelles et de la connaissance locale, réfléchir à différentes hypothèses pour expliquer les conclusions et être honnête par rapport aux limitations de données, par exemple les données manquantes ou les erreurs. Dans le cadre des guidances, voilà des comparaisons d'interprétation pour différentes données. Voilà dans la première ligne, par exemple, on compare la couverture administrative et la couverture d'enquête, où on s'attend à ce que ces données soient à peu près les mêmes. Ensuite, deuxième ligne, on compare la couverture de vaccination et les cas de maladie dans la donnée de surveillance. On s'attend à ce que ces tendances aillent dans les directions opposées. Quand la couverture augmente, le nombre de maladies diminue. Et on se concentrera sur les doses administrées et les flacons utilisés. Ça, c'est en dernière ligne. Et on a des directions identiques, mais des échelles différentes. Ça peut être la présentation des vaccins, les doses gaspillées et les pratiques de stock tampon et les réseaux d'échange d'informations. Et c'est là que l'information locale peut être intégrée. Étape 4, développer un plan d'action. Voler des messages simples pour votre public cible. Vous voulez raconter une histoire avec vos données, avec des informations, en sachant que les informations visuelles sont traitées plus rapidement que les mots. Un flux logique soutenu par des explications de détails et des études de cas si c'est pertinent. Vous voulez également recommander des actions basées sur le résultat de triangulation. Par exemple, on peut avoir dans la boîte bleue, soutenir la supervision pour améliorer la qualité de données, réviser les micro-plans pour utiliser les croissances locales et faire une vaccination de rattrapage où il y a des écarts. Des exemples de questions clés pour commencer un processus de triangulation. On a ici au niveau national une question qui peut être quels districts ont des mauvaises performances ou des incohérences dans les qualités des données qui nécessitent un suivi. Au niveau infranational, quelles unités de santé dans ma supervision doivent être priorisées pour les visites et le suivi. Ensuite, je vais vous montrer des exemples sur comment investiguer ces questions par rapport aux données. Le premier exemple, c'est au niveau national des données de 2018 du rapport Penta 3 VPC3 dose de VPO2. Voilà, vous voyez ici en bleu Penta 3,
VPC3 en vert et OPV3 en rose. Vous voyez également le rapport Penta3 PCV en noir, PCV3, et en bleu la ligne 1 pour 1 parce qu'on s'attend à ce que le dose soit donnée à 1 pour 1. Et vous voyez en bleu, en noir le rapport Penta3 PCV3 en noir et le rapport Penta3 OPV3 en rose pointillé. Et vous voyez ici que ces ratios sont en dessous du point de référence un certain nombre de fois, et c'est souligné par les flèches rouges, qui indiquent que le ratio était inférieur à 1. Après investigation, le pays est arrivé à la conclusion que c'était dû à un certain nombre de problèmes de qualité de données au niveau infranational et aussi des ruptures de stock de Panta. Ici, un exemple, c'est des doses Panta données par rapport aux flacons utilisés et au gaspillage. Dans ce pays, on a un vaccin pentavalent monodose pour le vaccin et donc le taux de gaspillage devrait être assez bas. Dans le tableau à gauche, vous voyez que le gaspillage Penta est très faible au niveau national, 0,14% en 2018 et 0,06% en 2019. Mais le tableau à droite montre la désagrégation de ces données par sous-district et on voit une très grande plage de taux de gaspillage. Il y a au total 612 sous-districts et 94 qui ont un taux de gaspillage inférieur à 0 en 2018 et 98 en 2019. À l'autre opposé de ce spectre, 12 sous-districts ont un taux supérieur à 10% de gaspillage en 2018 et 6 sous-districts en 2019. Donc, après investigation de ces sous-districts particuliers, on montre un exemple d'un des sous-districts qui avait un taux de gaspillage négatif et des exemples de problèmes de qualité de données que nous avons trouvés qui ont été rectifiés immédiatement et avec des rapports de stock zéro mensuels et des écarts entre les deux. Et le dernier exemple montre un travail d'une municipalité X où on voit les doses Penta disponibles et utilisées par rapport aux doses administrées par rapport aux données de vaccination de 2018 à octobre 2019. Ici, la ligne bleue, c'est l'ouverture de flacons Penta pour chaque mois. Et ensuite, en vert, tous les taux taux donnés en vert et en violet, et un point de référence où on avait le besoin avec les stocks tampons. Dans l'ensemble, vous voyez que les livraisons étaient inférieures au niveau requis en 2018. Mais entre les lignes bleues et vertes, on voit qu'il y a un bon accord entre les doses reçues et les doses données. Donc, en rouge, on voit les mois où il y avait un bilan d'ouverture différent et où le nombre de flacons a diminué. Ce responsable vaccination a présenté ces données au bureau PEV et a pu améliorer la chaîne d'approvisionnement. Des opportunités d'intégrer la triangulation par rapport aux activités existantes. Ça peut être dans une analyse de routine avec des données des revues de données PEV ou des évaluations ad hoc d'impact d'intervention, les interactions sur les épidémies et le revue de surveillance, la formation et la conception de tableaux de bord. Voilà des suggestions pour comment vous pouvez démarrer maintenant. Tout d'abord, passer en revue le guide de triangulation, utiliser toutes les données qui sont disponibles, y compris les stocks de vaccins et la surveillance, collaborer entre programmes et organisations pour découvrir des sources de données supplémentaires, poser plus de questions pour avoir des analyses et découvrir les causes profondes des problèmes. Formez-vous sur les compétences d'analyse de données, de visualisation en regardant des tutoriels en ligne, identifier des explications alternatives multiples pour les résultats, réfléchir aux différentes actions guidées par les données, l'impact correspondant et les hypothèses correspondantes, et demander du feedback des collègues qui sont bons pour l'analyse et les présentations. Alors, il y a un certain nombre de ressources sur la triangulation qui sont disponibles, et cette première référence, TechNet 21, donne non seulement des guidants, la ligne directrice dont j'ai parlé, mais aussi beaucoup d'autres ressources sur ce thème. Donc, je vous recommande cette page. Et également, je voudrais remercier
que cette guide de triangulation était le fruit d'efforts de nos collègues vaccination au niveau national, global, et je voudrais remercier tout le monde pour leur collaboration. Voilà, cela conclut notre présentation. Je vais repasser la parole à Adriana qui va présenter la présentation suivante. Merci beaucoup pour cette présentation, Angela et Heather. Je pense que le guide qui est disponible sur le site web TechNet va être vraiment très utile pour notre public qui voudra peut-être trianguler ses propres données existantes. Et maintenant, nous allons passer à une présentation qui est un exemple pratique de ce que Angela et Heather ont présenté. Et à l'instant, c'est un exemple d'Éthiopie sur trianguler les données de PEV et de chaînes logistiques pour mieux utiliser les données et décider. On est présenté par Amare Baye de JSI. À toi, Amare. Bonjour, Adriana. Oui, nous pouvons t'entendre. Merci beaucoup. Comme on l'a dit, je vais partager avec vous des expériences pratiques de GSI en Éthiopie pour soutenir la triangulation de données en utilisant différentes sources de données. En Éthiopie, il y a des sources de données standardisées pour le programme de vaccination, comme tous les programmes. Certaines données sont dans DHIS2 pour l'administratif et les programmes de vaccination, et Mbrana pour LMIS, la chaîne logistique. Et donc Mbrana, c'est M pour mobile, Brana, c'est un nom traditionnel en Éthiopie que l'Éthiopie a utilisé depuis longtemps. Et c'est du papier, de l'encre pour le papier local. Donc on appelle ça Mbrana. C'est les données de gestion logistique. Donc, ce sont les deux principales sources de données pour la triangulation, nationalement et infranationalement. Il y a un certain nombre de défis par rapport à la qualité des données PEV, et comme la complétude et le fait qu'elles soient à temps. Et ces sources de données sont séparées. Il y a peu de partage entre ces deux départements et très peu de coordination. Et les responsables de vaccination infranationaux et régionaux ne passent pas en revue les données pour le programme et on n'utilise pas les données de la chaîne logistique à leur niveau. Voilà. Nous avons démarré une réflexion stratégique sur comment remettre ensemble ces deux sources de données. Et nous avons fait un atelier régional consultatif l'année dernière avec des responsables clés au niveau régional de vaccination de la DIHS, de la chaîne logistique et aussi de DHIS et HMIS. Et ce groupe a travaillé sur les problèmes clés et les barrières à l'utilisation de données, à la triangulation des données. Et ils sont définis des actions prioritaires pour développer un outil ergonomique qui pourrait combiner ces deux jeux de données ensemble et aider à interpréter les informations pour pouvoir agir. Donc, pendant l'activité de conception, nous avons choisi 3 activités importantes. La première, c'est le développement d'un tableau de bord, développer un guide d'utilisateur sur comment utiliser cet outil et des lignes directrices pour effectuer des réunions de revue de données à l'aide de cet outil. Dans le même temps, nous avons commencé à déployer cela au niveau régional, au niveau infranational dans ce cas, et en affectant des personnes dans les différents départements pour qui allaient s'engager dans cette voie avec des leaders d'équipe qui pouvaient se réunir
et développer un plan d'action conjoint pendant les réunions. Et pendant le déploiement, GSI a suivi l'analyse et l'utilisation des données. Par exemple, GSI a commencé des réunions conjointes pour la revue des documentations utilisateurs. Et cette documentation a été un outil très utile pour utiliser les données existantes. Voilà, donc maintenant c'est une documentation du processus pour voir comment cet outil peut aider à prendre des décisions dans le programme. Ça, on part de l'analyse, de l'identification des points d'action pour la décision et le type d'action prise pour l'amélioration. Et ce sera cyclique. Donc, nous allons également discuter et documenter cette partie. Pendant cette, nous avons développé un outil de triangulation des données de vaccination avec différentes étapes qui partent de la définition d'indicateurs clés jusqu'au test, au retest et l'affinage de l'outil et permettre d'avoir un projet d'outil. Et nous avons identifié 6 indicateurs clés à partir de cette source de données pour la triangulation des données avec une définition opérationnelle pour chaque indicateur. Et nous avons créé des plages cibles pour chaque indicateur. Et je vais vous montrer ce que ça veut dire pour un indicateur particulier. Nous avons créé des scores composites pour la triangulation. Et il y a une couleur pour chaque score, chaque indicateur sur la base de la plage cible. Et nous pouvons surveiller les 6 indicateurs avec ce score composite. Et chaque indicateur sera mesuré avec un code de couleur vert, jaune, rouge. Et ce type de couleur est important pour l'équipe de passage en revue, pour voir l'amplitude du problème. Voilà, ça c'est un exemple pour un indicateur qui est le rapport de Penta-Toto administré par rapport au Penta délivré. Et donc l'outil calcule automatiquement la plage et en fonction de la couleur, si c'est vert, ça veut dire qu'on est dans la gamme 0,95 à 1. Si on est jaune, c'est qu'on a 0,8 à 0,95 et le rouge inférieur ou supérieur. Et donc, ça peut informer ou éclairer les actions à prendre. Voilà, ça c'est un exemple de la page d'accueil du outil de triangulation IDTT. Et on a la mission, les instructions et également la navigation dans l'outil avec tous les boutons pour les utilisateurs. Et on peut cliquer sur différents menus et utiliser les différents modules de l'outil. Voilà, ici, c'est un autre exemple pour l'entrée de données des HIS2. Donc, l'utilisateur copie des données de vaccination de l'outil des HIS2 et sélecte l'année, le mois et soumet. Et la même chose s'applique pour les données de la chaîne logistique des vaccins. Et on fait un copier-coller depuis le document initial et on soumet les données et tout ça est mis dans le tableau de bord. Donc le premier tableau de bord, c'est le niveau régional. Et on le voit, la colonne de gauche, c'est le nom des districts, avec un certain nombre de districts, plus de 200 ou au moins 20 ou 30 districts. Et l'outil donne 6 mois de résultats et avec des couleurs. Et donc, on a le score composite pour le district. Et on voit à droite également un tableau récapitulatif où la région a un certain nombre de zones et
les zones ont des districts et automatiquement l'outil donne le score sur combien de districts sont en vert, jaune ou rouge dans cette région. Et on souligne également les données manquantes. Voilà, et ensuite on va automatiquement au tableau général qui montre les couleurs par indicateur. Et donc chaque indicateur sera évalué séparément pour des accords particuliers et on a une idée des 6 indicateurs. Et l'outil souligne des actions à faire pour chaque couleur et chaque indicateur. Et donc, c'est très facile pour l'équipe de passage en revue pour voir les conclusions clés de cet outil. Et donc, en bas, nous voyons que le district peut suivre la catégorisation qui est mesurée avec les pintas qui sont utilisés et les taux d'échappement. Et ça fait une catégorie 1 à 4 pour chaque région et les actions à faire. Et donc, l'équipe peut discuter sur la base de ces conclusions. Donc, à l'heure actuelle, la mise en œuvre est en cours et l'outil a été déployé au niveau national. Nous effectuons des évaluations d'utilisabilité de l'outil dans les mois à venir pour adapter avant le déploiement complet et effectuer des entretiens informels avec les utilisateurs pour comprendre comment l'outil a facilité la revue de données, ce qui n'était pas prévu, qui n'avait pas eu lieu avant, et comment ils ont utilisé les données différemment, et pour comprendre également comment ils ont utilisé les données à partir de cet outil de triangulation, et comment cet outil va être institutionnalisé et dans la surveillance de la qualité des données et les processus et les systèmes d'amélioration des données dans le système de santé en général. Donc, voilà, je voudrais dire que c'est très important de faciliter l'analyse des données intégrées qui ne s'est pas produit en Éthiopie jusqu'ici, et ça doit aider à améliorer la capacité des données et la prise de décision sur la base de données. Et je pense que c'est très important et ce type d'analyse peut être répliqué dans les pays intéressés pour trianguler des programmes, des données de programmes de vaccination et des données de chaîne logistique. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci Amari d'avoir partagé cette étude de cas d'Éthiopie. Je crois que grâce à ces 2 présentations, on peut voir à quel point il est important d'avoir les bonnes personnes dans la prise de décision sur les données. Et c'est d'ailleurs une bonne transition vers notre dernière présentation. Nous entendrons Harrison Mariki et Daniel Kinyanjori qui nous parleront des équipes Impact pour la gestion des supply chains. Merci Adriana. Merci d'avoir commencé cette présentation, Redouane. Je suis donc Harrison Mariki et mon collègue Daniel me rejoindra dans cette présentation. Nous parlerons des équipes Impact qui sont donc des équipes d'amélioration des données et cela peut permettre donc d'améliorer la qualité des données sur l'immunisation et leur utilisation. J'aimerais commencer par présenter ce qu'est InSupply Health. C'est une entreprise située en Afrique de l'Est et nous nous spécialisons dans le développement de stratégies de maturité. Nous soutenons le ministère de la Santé
dans cette tâche, nous nous intéressons à la capacité de la gestion de la supply chain et la conception, l'optimisation des systèmes de supply chain. Nous avons renforcé la prévision des infrastructures à la fois au Kenya et en Tanzanie. Qu'est-ce qu'Impact Teams? Eh bien, c'est un système d'équipes interconnectées. En général, ces équipes sont présentes au niveau national, sous-national et au niveau des établissements de santé dans d'autres zones du Kenya. Certains collègues l'utilisent également au niveau des régions et des sous-régions. Ces équipes sont formées pour utiliser des méthodes de résolution des problèmes, des processus structurés et en général, c'est ce qui dirige ces équipes Impact. Lorsque nous avons commencé en 2018 cette initiative, nous avons étudié les régions où cela avait été effectué, mis en œuvre dans de nombreux pays, dans 10 pays et à travers différents programmes. Nous avons donc appliqué ces équipes, composé ces équipes au Kenya et dans 17 régions du Kenya. Cela a aidé à l'époque à déployer cette solution. Cela nous a permis d'améliorer la disponibilité de ces appareils, le temps de disponibilité et de rendre cette approche plus durable pour l'avenir. En Tanzanie, nous déployons également ce système dans 13 régions sur 26 régions. L'avantage, c'est que cet outil est bien approprié par le gouvernement et par différents partenaires dans la supply chain et dans d'autres établissements de santé qui utilisent donc InSupply Health. Même s'il y a une bonne appropriation et qu'on constate une bonne performance, on voit également des difficultés de suivi et de durabilité de l'approche à plus grande échelle, que cet outil soit utilisé par d'autres régions. Donc, la difficulté est d'institutionnaliser, de rendre cette approche plus durable en Tanzanie, au Kenya et dans d'autres régions. Nous avons réfléchi à la meilleure manière de continuer à avoir des résultats grâce à cette approche pour que cette approche continue à être durable et utilisée à plus grande échelle. On a besoin d'auto-évaluation. Nous avons utilisé l'apprentissage adaptif, mais également une conception centrée sur l'humain, HCD, et nous avons évalué l'approche au long de sa vie des ensembles de mesures d'application en fonction des contextes de la Tanzanie et du Kenya, mais également dans d'autres pays. Nous avons travaillé avec différents partenaires pour développer ces ensembles d'outils, ces packages. C'est une partie de cet apprentissage adaptif et de la conception centrée sur l'humain, la HCD, et nous avons cherché à comprendre quelles pouvaient être les bonnes utilisations pour trianguler les données, par exemple, comme nous l'avons dit dans différentes sessions. Comment pouvons-nous permettre aux équipes, comment est-ce que nous pouvions permettre à cela d'être poussé au-delà de l'équipe Impact? Ce qui
a pu en ressortir, c'est que ces outils sont clés et il est nécessaire d'avoir des outils tels que des tableaux de données. Et si vous pouvez le faire, eh bien, c'est idéal. Par exemple, avec un ELMIS, il y a les bonnes compétences et capacités au sein des équipes. Et dans la prochaine diapositive, nous parlerons des différents ensembles de compétences nécessaires. Ce n'est pas seulement le cas ici en une question de leadership, mais qu'il y ait également des compétences en leadership au sein de l'équipe. Nous avons observé que la maturité des équipes en utilisation des données repose sur les niveaux de catégorisation. Il y a un micro d'un participant qui est allumé. Précédemment, nous avions utilisé différents cadres en termes d'opérationnalisation des équipes Impact et nous avons nous nous sommes intéressés aux différentes personnes qui interviennent, au processus et nous avons donc ainsi une catégorisation des équipes et personnaliser notre appui à ces équipes par rapport à ça. Et quand nous sommes ensuite passés à une nouvelle, à cette nouvelle approche en utilisant donc les personnages identifiés et les différentes compétences, nous nous sommes rendus compte que c'était plus avantageux puisque nous savions qui devait être aidé, comment les aider. J'aimerais demander à Daniel donc de parler de nos différents profils, les différents rôles. Bienvenue Daniel. Bonjour Harrison. Grâce à la conception centrée sur l'humain, la HCD, nous avons pu identifier les différents rôles, les profils, les compétences nécessaires pour les équipes Impact pour un changement considérable. Voici donc les différents rôles. Et grâce au HCD, nous nous sommes rendus compte que les rôles clés sont nécessaires et doivent être présents à chaque réunion. Puis nous avons les rôles de facilitateurs dont la présence n'est pas requise à chaque réunion, mais dont le rôle est essentiel de manière générale. Nous avons identifié donc ces différents rôles et cela aide à garantir que tout est en place dans les différents programmes. Il y a également les personnes clés pour la résolution des problèmes au niveau de la supply chain et au niveau des données également. Puis, dans les rôles clés, il y a également SAM, Supply Chain SAM, qui nous permet d'identifier et de résoudre les problèmes sur la supply chain. Grâce à cette évaluation, si on peut passer à la prochaine diapositive. Voici les résultats clés pour le Kenya. Nous avons identifié au Kenya que différents sous-régions ont différentes capacités en fonction des différents profils. C'est donc une manière d'identifier les besoins de renforcement de capacité. Pour les profils d'appui,
Nous en avons conclu que ces rôles, ces profils sont utiles au niveau avancé et donc pour les régions, on constate que ce n'est pas, les profils ne sont pas requis pour chaque réunion. Leur présence n'est pas requise pour chaque réunion. Pour la Tanzanie, nous nous sommes rendus compte que certains rôles avaient besoin de renforcement de capacité et que ces rôles qui ressortaient sont, par exemple, ceux qui permettent de résoudre les problèmes, mais également le rôle en charge des ressources. Il est donc essentiel d'avoir la bonne équipe sur le terrain et qui participe aux réunions. Cela nous a permis de discuter des différentes données. Nous avons utilisé un indicateur conventionnel pour pouvoir faire un suivi de la supply chain et identifier les prévisions et la manière d'améliorer la performance. Les taux de reporting et leur suivi permettent aux équipes impact de connaître la disponibilité des données pour pouvoir informer les décisions de la supply chain. Nous avons également fait un suivi des stocks de données dans la supply chain et pour nous assurer que cela est fait en accord avec le programme. Lorsque l'on s'intéresse à ces indicateurs, on peut voir que on peut déterminer la productivité de la supply chain. Et bien sûr, cela est mesuré par la performance de la supply chain d'immunisation. On peut voir ici une moyenne. Nous avons fait de même avec la Tanzanie. Nous avons commencé par les données et leur évaluation, si elles sont complètes ou opportunes. Nous nous sommes intéressés au stock, mais également à la gestion, au suivi du matériel de chaîne de froid. Harrison, je te rends la parole pour parler de l'adaptation en continu. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir présenté cela. Au Kenya et en Tanzanie, nous nous intéressons aux outils pour mettre en place plus de triangulation, par exemple au niveau régional, au niveau des comtés. Ce sont des régions où nous avons besoin de chargés de ressources. Ces outils à la décision ont besoin d'indicateurs. Par exemple, est-ce que les données sont examinées, sont suivies? On a besoin de plus en plus d'indicateurs qui viennent en appui à ces rôles. Nous développons également des packages d'apprentissage en ligne pour permettre à ces équipes d'obtenir les bonnes compétences. Par exemple, pour Sam, en charge de la supply chain, nous avons un package dédié à sa position. La prochaine étape est de déployer cela et d'obtenir un retour des utilisateurs pour le répliquer. Nous avons parlé de cela lors des précédentes diapositives. En Tanzanie, nous avons commencé à développer des indicateurs pour le suivi des CCE, du matériel de chaîne de froid. Comment est-ce que nous pouvons nous assurer que cela est passé en revue pour les centres d'excellence, notamment du ministère de la Santé, que cela soit également appliqué
au vaccin, des indicateurs qui permettra d'utiliser les appareils RTM de suivi de la température à distance dans ces régions. Nous savons que la présentation était courte, donc n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Nous allons utiliser le hashtag Impact Teams. Vous pouvez également nous contacter par WhatsApp. Merci beaucoup. Ou utiliser notre site Internet. Merci Harrison et Daniel de nous avoir parlé de l'évolution des équipes Impact et de la manière de résoudre les problèmes. Je crois que maintenant, on peut donner la parole à nos participants pour la session de questions-réponses. Bonjour à tous. Je m'appelle Adriana. J'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue. Nous avons entendu donc 3 présentations fascinantes sur 3 différentes stratégies sur l'amélioration de l'utilisation des données et la triangulation des données. J'aimerais vous remercier pour votre participation dans le chat jusqu'à maintenant. Un certain nombre de questions ont été posées. Ousmane et Andrew ont posé quelques questions sur la qualité des données. Par exemple, Ousmane a parlé d'exercices de triangulation à 2 niveaux différents qui pourraient donner des résultats différents. Qu'est-ce que vous recommanderiez dans une telle situation? Andrew a posé une question similaire sur l'impact de la qualité des données sur les résultats. Peut-être que Angela ou Heather pourraient répondre à cette question. Quelles sources de données sont fiables? Quelle qualité des données correspondent? Qu'est-ce que vous recommandez quand vous voyez une triangulation de ces données? Bien sûr. Je m'appelle Heather Scobie. En termes de différents résultats à 2 niveaux différents, ce que je recommanderais paraît peut-être évident, mais je recommanderais qu'il y ait une communication entre les 2 niveaux. D'après notre expérience, peut-être que ce n'est pas assez le cas, mais il y a des directives, des lignes directrices sur la triangulation. Peut-être que des gestes simples sur l'interprétation des données, par exemple. En termes des problèmes de qualité de données, je pense que c'est une partie, un type de triangulation que l'on peut appliquer, mais on a donc une plus grande compréhension des données pour utiliser des sources multiples de données. Parfois, ces problèmes de qualité des données deviennent plus clairs lorsque l'on s'intéresse aux différentes sources. Ça ne veut pas dire que ça sera parfait, que vous aurez la bonne réponse. En faisant cela, ça peut être difficile, mais vous aurez une meilleure compréhension, une perspective que vous n'aviez pas auparavant, et vous comprendrez les différentes sources de données de cette manière. Je vais m'arrêter là. Peut-être que mes collègues souhaitent commenter. I think that's great, Heather. Merci Heather, c'est une très bonne réponse. Et peut-être qu'on peut passer à notre prochaine question.
Lisa nous demande pour pouvoir trianguler les données, les professionnels de santé doivent pouvoir avoir accès aux sources, les interpréter et pouvoir avoir accès à la programmation. Comment pouvons-nous mieux trianguler, utiliser les données? Est-ce que l'on peut faire cela de manière routinière, de manière régulière? Peut-être qu'Amaré ou quelqu'un d'autre peut intervenir. Quels sont ces obstacles à la régularisation de ces gestes? Thank you, Adriana. This is Amara. Good morning. Merci, Adriana. Je m'appelle Amara. So let me try, Bonsoir à tous. some of practical issues or the challenge at the ground level. The first is one availability of the standard tools at. Pour commencer, la disponibilité de ces données peut représenter un problème pour la triangulation des données. À moins d'avoir un outil de standardisation, les outils ne peuvent pas refléter ces indicateurs importants. Un autre problème de compétences. À moins que vous n'ayez les compétences, la capacité sur la combinaison des sources de données, on ne peut pas faire la triangulation. Les sources ne peuvent donc pas être comparées et l'interprétation, la comparaison des résultats, leur utilisation ne peut pas être effectuée. Ça représente donc un obstacle. Cet obstacle peut être surmonté grâce au renforcement des compétences, grâce à l'acquisition des compétences. Ça peut être fait grâce à un système de formation. Nous devrions pouvoir créer une sorte de mécanisme pour pouvoir apporter un exercice pratique au niveau des établissements de santé. Les responsables peuvent organiser une formation sur le terrain, des formations sur les programmes de supply chain, d'immunisation, pour que les compétences des agents de santé soient améliorées. Ils peuvent également utiliser leurs propres données pour l'amélioration de la fourniture de services. Ce sont certaines stratégies qui permettraient d'améliorer l'utilisation des données. Merci de votre attention. Une autre bonne question pour Harrison et Daniel sur le fait d'encourager une culture des données au niveau des établissements de santé. Parfois, les établissements n'ont pas les données, mais il y a la demande d'encourager à savoir utiliser ces données, les échanges, et puis la possibilité de discuter des erreurs, des problèmes. Harrison et Daniel, comment est-ce que les équipes Impact aident à solutionner ces problèmes et améliorer la culture autour des données? Merci Adriana, merci Ben. Building data culture at facility and district level, the lower levels, given that those are the areas where most of the au niveau des établissements, des comtés, c'est là que la plupart des données sont disponibles et
La plupart des problèmes ont été centralisés depuis des années. Nous avons donc mis en place de très bons systèmes de reporting, mais il n'y a pas de retour des établissements pour qu'ils puissent comprendre comment aller de l'avant. Même les indicateurs en termes de couverture qui sont efficaces, mais nous souhaiterions commencer à comprendre combien de clients se présenteraient ce mois-ci, des données qui leur seraient plus intéressantes en s'intéressant à l'historique. Au niveau des établissements, lorsque nous formons les équipes, nous travaillons avec l'équipe pour identifier quels sont les indicateurs à prioriser, comment est-ce que on peut les visualiser. On les inclut dans ce processus, par exemple, dans la conception des outils de soutien pour que ça puisse leur être utile. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de défis au niveau locaux. Par exemple, des systèmes électroniques qui peuvent être défaillants. Et nous devons utiliser ces systèmes qui existent déjà, qui sont déjà sur place. Ce n'est pas toujours facile d'aider à la prise de décision, mais nous essayons. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on doit conclure, malheureusement. J'aimerais vous remercier pour votre participation active. Et en guise de mot de conclusion, je dirais qu'il y a un certain nombre de ressources disponibles. C'est un très grand sujet. Il nous aurait fallu plus de temps pour le couvrir dans son ensemble. Donc, nous avons un certain nombre de liens, de ressources disponibles qui ont été partagés dans le chat, mais également qui seront sur le site TechNet dans la partie ressources à la suite de cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.